Respire, le podcast de la Team Sérénité. Nouvel épisode à venir dans quelques instants. Voici comment la sérénité peut être perçue et développée en un coup de fil. Actuellement, tu te retrouves bloqué et frustré en raison d'une situation inconfortable dans un pilier de vie précis. Et tu te poses de sérieuses questions sur la façon dont tu peux la traiter. Cette situation a tendance à impacter l'ensemble de ton bien-être. Cette situation commence même à être critique, à tel point que tu commences à perdre espoir et que tu te demandes sans cesse si tu vas être obligé de négocier ton bien-être pour le restant de tes jours. Mais en même temps, tu n'y es pour rien, car tu as consulté bon nombre de spécialistes, des psys ou des bonnes copines qui n'ont pas su comment te répondre de façon directe et ostensible. Il existe une solution. Je m'appelle Renalbi, co-créateur de la Team Sérénité, accompagnant de ta transformation sereine, spécialiste de la sérénité durable. Je souhaiterais surtout te venir en aide en sollicitant la Team Sérénité pour proposer ton étude de cas de sérénité. Je me base sur 10 ans d'expérience, d'enseignement et de pratique à la transformation de l'être sur les plans émotionnels, psychiques, énergétiques et spirituels. C'est une conversation de 45 minutes dans laquelle tu repartiras avec un plan d'action précis à appliquer suivant ce que tu manifestes. Tu auras pris conscience psychiquement et émotionnellement de ce qui a occasionné ton blocage. Et une fois débloqué, tu pourras avancer dans ta quête de sérénité en ayant donné du sens à ce qui te paraissait injuste, ingrat ou bloqué, et ainsi progresser de manière tangible vers la réalisation de ton histoire de vie. Clique sur le lien dans la description afin de pouvoir commander ton étude de cas de sérénité. Maintenant, il est l'heure de retrouver ton podcast Respire par la Team Sérénité. Harcèlement par procuration, recherche de vérité, l'affaire Marvel Fitness ou la sérénité éradiquée. Thème d'actualité, pilier de plénitude concerné, la réponse de la sérénité, tu peux cesser ton apnée. Bienvenue dans Respire par Team Sérénité. Bonjour à tous ceux qui respirent. Respire, le podcast de la Team Sérénité qui t'encourage à entrer dans une vie de quiétude. Je m'appelle Renalbi, je suis accompagnant de transformation sereine et le speaker voix off de ce podcast. Bienvenue dans la réflexion du jour, harcèlement par procuration, recherche de vérité, l'affaire Marvel Fitness ou la sérénité éradiquée. Première partie. Dans ce podcast, je retrace ici uniquement les faits, et rien que les faits qui ont amené à l'incarcération d'Abanu Sal, alias John Coffey de la Marvel Team, animateur de la chaîne YouTube Marvel Fitness. Alors, ces faits en eux-mêmes suffisent à nous questionner et à tirer des leçons sur la recherche de sérénité qui semble être assez accessoire dans cette histoire, et tu vas rapidement t'en rendre compte. Alors, en guise d'avertissement, ce contenu se veut d'opinion, il n'est donc pas conçu pour plaire à tout le monde forcément. Merci par avance de rester courtois, positif et bienveillant dans les commentaires, parce que nous gagnons tous à enrichir nos points de vue, quel que soit le parti que l'on prend, à condition bien sûr de rester correct. Aussi, je signale pour toute personne qui découvre donc le podcast Respire, que je ne suis pas un influenceur fitness ni un influenceur musculation. Pourtant, je suis passionné de sport. Je suis moi-même ancien handballeur que j'ai pratiqué pendant 10 ans et je suis moi-même actuellement pratiquant de la discipline qu'on appelle le street workout, calisthenics, musculation au poids du corps. Et par cette thématique, ce n'est pas de ça dont je me réclame pour créer ce contenu. Ma thématique à moi, c'est davantage tournée vers le bien-être et la sérénité du corps, du mental et de l'esprit. Je reste toutefois sensible à cette affaire pour des raisons intimes et personnelles que je vais te détailler au fur et à mesure de ce contenu, et il m'a semblé juste de l'aborder afin de prendre cette affaire sous un angle autre et qui vise à élever la conscience de tout être sensible et d'envisager des pistes de réflexion pour y intégrer la sérénité et qu'elle soit effective pour le plus grand nombre. Alors, je précise que ce contenu se veut éducatif et dans la deuxième partie, après avoir relaté les faits que cette affaire justement soulève, je te proposerai un angle de vue serein et tout ce que celle-ci m'inspire.
Le 21 septembre 2020, au tribunal correctionnel de Versailles, l'influenceur youtubeur John Coffey, animateur de la chaîne Marvel Fitness, est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme avec mandat de dépôt en première instance, 10 000 € d'amende et avec notamment aussi l'interdiction de s'exprimer de quelque manière que ce soit directement via les réseaux sociaux, ainsi que l'obligation de l'observation de soins psychologiques. Abanou Sall, de son vrai nom, est originaire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines et anime via sa chaîne YouTube Marvel Fitness du contenu vidéo dans la thématique de la musculation et du fitness sur un ton humoristique voire sarcastique. Surtout quand il s'agit de s'attaquer notamment à d'autres influenceurs de sa thématique et en démontrant la faible authenticité de leur démarche par leur performance physique chargée de bonnes intentions, entre guillemets comme il dit. Quand on dit chargé, sous-entendant amélioré par des substances qu'on qualifiera de non naturelles, ou par la prétendue faiblesse de leur contenu, livres ou vidéos, avec placement de produits à l'appui pour des compléments alimentaires protéinés et autres programmes payants. Parmi ces autres influenceurs, la principale plaignante dans cette affaire se fait appeler Aline Dessine. L'illustratrice belge a porté plainte contre celui que nous allons donc appeler Marvel, pour cyberharcèlement au regard des raids numériques qu'il aurait, selon elle, orchestrés à son encontre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Instagram. Elle explique dans une longue vidéo de quasi 2 heures sa version des faits. Tu pourras la trouver en description. Cette vidéo est l'une des seules qu'elle aura fait produire pour justifier auprès de sa communauté la plainte qui a été constituée avec 8 autres influenceurs touchés plus ou moins directement par les vidéos critiques de Marvel. La qualité de la production de cette vidéo ainsi que la date de sortie de sa version au lendemain du procès laisse planer une certaine stratégie dans le but de redorer son image auprès de son audience cible initiale, quitte à risquer un relent de négativité dans les commentaires de ses vidéos qu'elle a consciemment choisi de laisser activer. Un autre influenceur, Tristan de Feuillet-Vang, alias Tristan, alias Katsumi pendant une certaine époque, est l'autre influenceur et actif dans le marché de la télé-réalité, donc soucieux de son image, qui, au moment où je te fais part de ce podcast, a publié aussi une vidéo avec sa version des faits sur les raisons qui l'ont porté plainte contre Marvel Fitness. Tu pourras aussi trouver cette vidéo en description. Cette vidéo est aussi sortie le même jour que celle d'Aline Dessine, le lendemain du procès. Elle explique de manière précise et sur un ton solennel les échanges qu'il aurait eu avec Marvel et ce qui l'a encouragé à rejoindre la plainte initiale d'Aline Dessine. Une autre influenceuse présente sur la plainte dispose aussi de la particularité d'être l'avocate de la partie civile, mais aussi plaignante dans cette affaire. Maître Laure-Alice Bouvier, alias Laure-Alice sur Instagram, dispose aussi de son rayonnement sur les réseaux sociaux et a pris la demande d'Aline Dessine au moment où celle-ci se rend compte que la justice belge dont elle dépend ne se trouve pas être compétente pour traiter cette affaire. Laure-Alice aura d'ailleurs eu une altercation directe avec Marvel qui aura filmé leur rencontre à la sortie d'un tribunal où elle a plaidé, après que celui-ci ait fait l'objet d'une tentative de guet-apens provenant de la part de l'avocate. Nous y reviendrons. La question du conflit d'intérêts qui est aussi posée demeure aussi quelque chose de surprenant et évocateur quant à la puissance de certains réseaux discrets au sein de l'institution judiciaire. D'autres plaignants, influenceurs eux aussi, auront rejoint la plainte, et ce seront ainsi 9 plaignants qui se sont ligués contre le seul Marvel au cours d'un procès dont le verdict fait passer le message d'un exemple qui a été donné pour tout influenceur qui serait tenté de régler ses comptes avec d'autres avec qui il aurait des différends. Alors, tu dois te demander à ce stade, qu'est-ce qui a déclenché une telle situation ? Il faut que je t'avertisse que cette histoire a démarré en 2018 et est particulièrement longue et complexe. Je suis moi-même un des suiveurs de Marvel Fitness depuis 2019 pour le côté éducatif et divertissant dont il dispose. En fait, parce que je proviens du même milieu social que lui. Les codes qu'il utilise sont donc faciles à intégrer pour moi et la culture de la vanne qu'il utilise résonne parfaitement avec un modèle de communication dont moi-même j'ai fait l'objet pendant des années en banlieue parisienne. Je dois aussi t'avertir qu'à ce stade de mon exposé, je ne cautionne à aucun moment le harcèlement, quelle qu'en soit la nature et la forme, car contraire à l'éthique et à la sérénité que je défends sans cesse. Toutefois,
Je dois t'avouer que le réflexe qui a été le mien quand j'ai pris connaissance du verdict a été de penser que cela est beaucoup trop sévère pour de simples embrouilles entre youtubeurs exposés publiquement et que bon nombre de personnes passibles de faits nettement plus graves sont toujours en liberté, à l'opposé de Marvel actuellement. Maintenant que les protagonistes ont été présentés, voici les faits. Tout est parti d'une vidéo de Marvel intitulée Fit Girl Niveau 0, publiée le 5 août 2018. Dans ce contenu, Marvel donne des critiques et un avis subjectif sur le niveau de développement physique des influenceuses francophones, avec le ton sarcastique et humoristique qu'il emploie comme souvent. Ceci notamment en vue de faire des vues, car l'audience qu'il cible aime ce qu'on appelle dans le milieu les dramas, qui permettent de monter les communautés des influenceurs les unes contre les autres, et ainsi générer un trafic qui, d'un point de vue économique, favorise leur modèle du fait de la monétisation et des placements de produits situés dans l'ensemble des contenus. Sauf que Aline Dessine a très mal pris la remarque émanant de Marvel dans cette vidéo, disant qu'elle n'avait pas de niveau en musculation. Tristan a réagi dans cette vidéo également en commentaire et Marvel a sorti une autre vidéo dans le but de se moquer de lui le lendemain. Suite à cela, Marvel et Tristan ont pris contact et ont réglé à l'amiable leur différend qui s'est soldé par un retrait de la vidéo de Marvel à son encontre. Jusque-là, rien d'anormal. Aline a toutefois réagi négativement sur la vidéo de Marvel à l'encontre de Tristan sur Instagram en story. Cette story sera par la suite retirée. Le 28 novembre 2018, Marvel sort une nouvelle vidéo à l'encontre d'Aline Dessine où il se fait passer pour son psychiatre suite à ses stories sur Instagram. Aline réagit en disant qu'il a tenté d'obtenir ses faveurs en message privé et qu'elle l'aurait alors recalé et que Marvel lui aurait envoyé ce qu'on appelle une dick pic, soit une photo de son sexe pour corroborer ses dires. Marvel fait une vidéo réponse 2 jours plus tard pour nier en bloc et rappeler le caractère humoristique de sa vidéo et démontre par A plus B que la dick pic en question est complètement photoshopée, c'est-à-dire complètement fausse et retouchée et ainsi, cette photo, ces accusations touchent directement à son honneur. Par la suite, Aline publie en story Instagram des conversations privées montrant que Marvel l'aurait harcelé sexuellement et elle le menace alors de chantage si celui-ci ne retirait pas sa vidéo humoristique. Le 4 décembre 2018, elle publie une autre vidéo pour appuyer sa version. Sauf que les communautés ont senti qu'il y a eu un photomontage et que sa version n'était pas tenable. Marvel ressort une vidéo pour donner sa version et démontrer de nouveau, point par point, que ce qu'elle argue est totalement faux. Ce qui sera confirmé par la suite par Aline Dessine elle-même au lendemain de l'incarcération de Marvel, soit 2 ans plus tard. C'est là que Marvel, forcément touché dans son ego, avec la réputation salie par cette histoire de dick pic et de harceleur à son encontre, c'est là qu'il a tenu à se faire justice en déposant plainte de son côté. Cette plainte n'aura jamais été reçue par le commissariat car, a priori, pas assez significative pour la police qui a d'autres choses à traiter. Et ces services de police qui sont surchargés par ailleurs et ils n'ont pas forcément le temps de traiter une demande qui comporte des chamailleries entre youtubeurs. Il est clair que l'on constate déjà à ce stade une gestion administrative et judiciaire à 2 vitesses. Du fait de sa plainte rejetée, Marvel va alors commencer à être de plus en plus virulent à l'encontre d'Aline. Et il lui demande alors de reconnaître publiquement qu'elle a fabriqué de toutes pièces la dick pic ainsi que les témoignages. Chose qu'elle ne fera donc que le 22 septembre 2020 lors de sa longue vidéo de 2 heures ultra bien montée façon Netflix, c'est-à-dire donc 2 ans après les faits, lorsque la condamnation de Marvel devient effective. Entre-temps, l'illustratrice belge s'est murée dans le silence jusqu'au procès, pendant que Marvel a mis à contribution sa communauté pour la signifier auprès de ses partenaires professionnels de manière virulente et notamment pour mener une sorte de chasse avec ses abonnés actifs de sa communauté lors du salon Body Fitness de Paris en 2019, et ce toujours à des fins humoristiques, mais jugée intimidante par la partie civile, apportant l'argumentation donc à la thèse d'harcèlement soulevée. Aline, alors prise de panique, s'est réfugiée dans cet événement auprès de l'équipe de l'autre influenceur Thibaut InShape, l'un des plus gros influenceurs fitness francophones. Aline a alors déposé une première plainte que Marvel a reçue
et qu'il a lu dans une autre vidéo à sa communauté le 4 février 2019. Et Tristan dans tout cela? Celui-ci a continué de se moquer de Marvel sur Instagram, si bien que Marvel a ressorti sa première vidéo le concernant au début de l'histoire. Seulement, Tristan est proche d'une avocate qui va entrer en scène à partir de ce moment-là. Maître Lauralis Bouvier, alias Lauralis sur Instagram, avocate au barreau de Paris et disposant de réseaux influents et discrets dans l'institution judiciaire, qui a envoyé une première lettre demandant à Marvel d'arrêter de s'occuper de Tristan, que ce dernier a engagé pour le défendre. Le jour où Marvel reçoit le mail de Lauralis lui demandant d'arrêter, il sort une vidéo montrant que celle-ci fait aussi un commerce de casquettes sur Instagram, ce qui est incompatible avec son titre d'avocat qui lui interdit en principe de cumuler une activité commerciale en plus de sa fonction. Par ailleurs, Marvel parvient à prouver que le nombre des abonnés suivant Lauralis est gonflé en démontrant un achat de followers pour tromper ainsi son audience organique sur la véracité de son audience. Le 15 mai 2019, alors que Marvel prend connaissance qu'Aline va rejoindre la plainte de Tristan, il suit physiquement l'avocate Lauralis à la sortie d'un tribunal parisien tout en la filmant en lui demandant s'il n'avait rien à craindre pour sa sécurité. Car Marvel a fait l'objet quelque temps plus tôt d'un appel d'une personne qui aurait été mobilisée pour régler le compte de Marvel à la sortie de chez lui. Quelques jours plus tard, dans un bar, Lauralis, Marvel et Wes, le collègue de Marvel sur la chaîne, se retrouvent pour converser sur les modalités de sortie de cette crise. Lauralis demande à Marvel le retrait pur et simple des vidéos où il parle de ses clients. Marvel demande lui à être lavé dans son honneur en demandant une vidéo-réponse d'Aline où elle avoue publiquement avoir publié des faux témoignages ainsi que la fausse dick pic, ce qu'elle ne fera pas à ce moment-là. Marvel est appelé alors en garde à vue quelques semaines plus tard. Il sort une vidéo le 1er septembre 2019 pour raconter son expérience de cette garde à vue et l'histoire restera ainsi tassée pendant 9 mois. Le 13 juin 2020, il publie une autre vidéo nommée « C'est la fin, une justice à 2 vitesses » où il explique qu'il a de nouveau été gardé à vue et qu'il a vu son ordinateur et son téléphone portable être confisqués et que la date du procès est planifiée alors pour le 21 septembre 2020. Aline, alors complètement muette sur cette affaire, continue de recevoir ce que son avocate appelle des raids numériques à mesure que Marvel communique via Instagram, YouTube et sur des lives Twitch sur son ressenti à l'approche de la date du procès. Marvel parvient à faire une levée de fonds de 11 000 € en vue de faire payer ses frais d'avocat et pour sa représentation auprès de Maître Goudarzian. La suite, je te l'ai expliqué en préambule, 2 ans de prison, dont 1 année ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire la comparution pour être mis en prison à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, et 10 000 € d'amende, ainsi que des soins psychologiques obligatoires et l'interdiction pure et simple d'utiliser les réseaux sociaux. Depuis lors, les réactions de ce qu'on appelle le feed game sur YouTube ont été multiples à tel point que le hashtag FreeMarvel ou des appellations comme la table des oulettes utilisée par Marvel pour désigner la partie civile est arrivé en tête des tendances. Tu pourras trouver en description tous les liens qui m'ont permis de retracer les faits et d'étayer les circonstances avec des youtubeurs pointus et connaisseurs de l'histoire depuis le début. Dans la deuxième partie, je reviendrai plus précisément sur la façon dont le procès s'est passé, donc dans un prochain épisode, et dans un troisième point sur le traitement médiatique de cette affaire qui mérite lui aussi un décryptage et une analyse en termes de sérénité. Dans l'immédiat, entrons dans l'approche des piliers de plénitude sur les faits et voyons dans la section suivante lesquels sont concernés dans cette affaire. Activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être influenceur, spiritualité, sagesse, état d'esprit, et relations, famille, conviviale, mentorale, qu'est-ce qui t'aide à y voir clair et à qui se vouer? Pourquoi ces piliers sont-ils attaqués? Quels sont les enjeux? Quelle est la question à faire monter pour une mise en sérénité immédiate? Réponse dès maintenant sur un ton naturel et léger, celui de la sérénité.
Les réponses à apporter en termes de sérénité sur cette affaire sont assez multiples. Alors, il y a 3 piliers qui sont concernés en termes de sérénité pour pouvoir voir cette affaire, qui forcément touche pas mal émotionnellement, et je te rappelle à quel point il est important de quand même prendre de la hauteur, se mettre au niveau de l'esprit, afin de pouvoir avoir un champ d'action suffisamment conséquent et voir les leçons à tirer de tout cela. J'aimerais d'abord attirer ton attention sur le pilier de l'activité par rapport à cette affaire. Ici, en fait, les métiers en termes d'activité qui sont représentés, il y a donc le métier donc, de l'avocate qui est influenceuse. Il y a des influenceurs dans cette affaire et dans un cadre notamment judiciaire. Et surtout, les protagonistes sont tous en train de plus ou moins de s'écharper en utilisant de leur influence. D'abord, qu'est-ce que le métier d'influenceur, surtout sur YouTube? Alors, toi qui écoutes notamment mes contenus de sérénité, moi, mon métier par rapport à cette chose-là, c'est de créer du contenu. Je suis un créateur de contenu avec une valeur ajoutée visant à te faire passer à l'action pour que tu entres dans un style de vie serein. Si tu me suis notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, c'est dans ce domaine-là que je t'invite notamment à passer à l'action. Seulement, ce type de contenu-là que je te propose, il est clair et évident qu'il ne fera jamais, et je dis bien au grand jamais, la majorité par rapport à un contenu de divertissement où tout ce que tu as à faire, c'est juste te poser, regarder et rigoler quelqu'un qui est en train de raconter 2-3 vannes. Ça, typiquement, dès qu'il faut se divertir ou dès qu'il y a de l'émotionnel, il est évident que le public va réagir. Que ce soit un rire positif ou un rire négatif. Mais quand il s'agit de passer à l'action sur sa sérénité, le créateur de contenu donc qui va faire du contenu plus bien-être ou plus du contenu éducatif sur une niche bien précise, ça peut être par exemple typiquement voiture, voilà, pour des mordus de la pêche ou bien pour des mordus du foot, il y a une thématique bien précise. Ce qu'on appelle du contenu de niche, les personnes créent du contenu. Seulement, ça va intéresser qu'une minorité de personnes. Et là, on est face à des influenceurs, donc dans le sens où ils influencent une grande partie des centaines, voire jusqu'à des centaines de milliers d'abonnés. Marvel avait plus de 160 000 abonnés sur sa chaîne. Le plus gros influenceur fitness, Thibaut InShape, a lui aussi des abonnés qui se comptent en millions. Les Bodytime, aussi les leaders sur leur marché, ont plus d'1 million d'abonnés. Donc là, ce sont des personnes qui font le choix de faire de la masse. Et pour pouvoir intéresser les masses, tu ne dois pas faire de contenu qualitatif, tu dois faire du contenu parler dans un langage justement qui se rapproche de la catégorie de personnes que tu souhaites cibler et faire des choses simples, des choses accessibles pour que le niveau de compréhension ne soit pas forcément le plus sollicité. Ces influenceurs-là, donc, dont je te décris, ils ont fait le choix de faire cette stratégie-là de telle manière à pouvoir placer des produits, faire de la publicité avec des stratégies notamment donc de placement de produits ou alors où des logiques de partenariat sont appliquées entre eux et des sociétés donc qui ont tout intérêt à ce que les noms soient mentionnés, à ce qu'il y ait vraiment clairement un logo ou quelque chose pour pouvoir faire en sorte que ce contenu soit profitable pour eux, mais aussi pour que la plateforme YouTube autorise ce qu'on appelle la monétisation du contenu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de milliers ou de millions d'abonnés, tu as des publicités qui sont là avec notamment la possibilité de faire justement ce type de publicité et le YouTuber est rétribué par rapport à ça. Mais seulement pour que ce soit profitable et vivable pour lui, ça doit se chiffrer en centaines de milliers. Et donc pour attirer ces centaines de milliers, il faut faire simplement du contenu qui est très simple d'accès et que n'importe qui peut voir, et très souvent ce sont les contenus de divertissement qui vont remporter la palme. En termes de divertissement, Marvel savait y faire, et donc parce que il a dans son, les personnes qui le regardent, parmi ses followers, il a donc notamment, il rassemble un public très populaire, issu notamment de quartiers, de banlieues, ou alors typiquement le ton qu'il emploie est très reconnaissable pour cette frange de la population. Populaire, de quartier, avec notamment une accessibilité, tu vois, avec une authenticité très 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 marquée. Et donc, quand il s'adresse à ce type de contenu, à ce type de public, il va forcément rassembler parce qu'en plus de ça, comme je te l'ai dit, il a la culture de la vanne et que dans les quartiers, le deuxième degré, la vanne, c'est un moyen de pouvoir juste exister
quand tu n'as pas de répartie très clairement dans le groupe social, dans les quartiers populaires, tu es réduit quasiment à moins que rien, donc tu es obligé de te muscler par rapport à ça, et souvent il y a des cas extrêmes qui peuvent arriver, et là typiquement, là Marvel, même si voilà, il vannait, mais simplement dans un but humoristique, et c'était pris par ses followers, c'était pris comme tel. Donc typiquement, lui, il décide de faire de l'influence de masse pour cibler un public particulier, là où Aline Dessine ou Tristan vont aussi cibler un autre type de public, peut-être socialement un peu plus, on va dire, classe moyenne, un peu plus low, enfin voilà, bourgeoisie, voilà, upper class ou quelque chose comme ça. Donc là, on parle différemment, mais aussi, ils seront suffisamment on va dire, ils sauront suffisamment se faire caméléon pour pouvoir aussi toucher les classes populaires. Donc, il va potentiellement, ce sont si tu veux, des influenceurs qui ont compris peut-être davantage de choses sur la psychologie humaine. Et donc, toi, je t'invite, toi aussi, si toutefois ce contenu, tu vois, t'intéresse, si tu veux entrer dans le domaine d'une thématique populaire, comme la remise en forme, le fitness ou la musculation, si tu souhaites influencer, il va falloir forcément te distinguer au niveau de ta personne pour que tu restes, pour que simplement tu puisses rester pertinent, audible intellectuellement, sans pour autant faire dans le divertissement ou voire même le drama comme faisait Marvel. Et ça, c'était un positionnement qu'il avait adopté. Ça lui a énormément bien profité, même juste avant qu'il aille en prison, il commençait à générer des revenus très intéressants. Je pense que de par la proximité du procès et qu'il y avait un tel antagonisme que forcément, là, le public moyen lambda, quand il y a de l'effusion, quand il y a du sang, il se rassemble. Et ça, il en a profité forcément. Ça, il pourra pas. Si j'étais en face de lui, je te dirais, Marvel, John Coffey, tu peux pas dire le contraire. T'en as bien profité. Donc ça, le métier d'influenceur, c'est quelqu'un d'intelligent qui tire le maximum de son public pour pouvoir justement générer des revenus et donc dégager un style de vie qui lui convient. Ça demande simplement d'être très souvent connecté sur les réseaux sociaux, son téléphone et sa caméra, voilà, ça demande vraiment d'être un petit peu à l'affût et tu deviens à la longue un petit peu esclave de ça. Moi, en tant que créateur de contenu de sérénité, je suis pas à balle derrière ma caméra ou mon téléphone pour pouvoir, même quand je fais mes vidéos très spontanées, voilà, il y a des jours je les fais pas, ça va pas changer ma vie, quoi. C'est ça qui est intéressant lorsque tu fais du contenu de niche, t'as pas forcément un volume d'abonnés super fort, mais tu sais que tu as les meilleurs abonnés que tu puisses avoir. Ça, c'est juste ça, et ça, je le constate après plusieurs années d'activité dans ce domaine. Maintenant, sur l'autre pilier où j'aimerais te sensibiliser, c'est celui-là des relations. C'est très important de constater plusieurs antagonismes. Alors, ce que j'appelle le pilier des relations en termes de sérénité, c'est celui où toi, tu es mis en perspective par rapport à d'autres personnes. Donc, que ce soit d'autres personnes de ton milieu, de ton conditionnement, ou des personnes d'autres conditionnements, voire même carrément d'autres ethnies, d'autres pays ou d'autres choses. Et là, ce qu'il est intéressant de relever, dans le cas Marvel qui nous est proposé, c'est l'antagonisme déjà femme versus homme. La preuve, Aline Dessine, Lauralis, des femmes confrontées à Marvel, les hommes. Ça, donc du coup, le combat un petit peu féministe qui est très en vogue en ce moment, au moment où cette vidéo passe, féminisme nouvelle génération, là un petit peu néo-marxiste, il est clair que voilà, il va y avoir un parti pris. Moi, je t'invite déjà à mesurer déjà ton niveau d'intensité émotionnelle par rapport à l'opposition qu'on peut dresser entre les femmes et les hommes. Et cette affaire Marvel met ça en lumière. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail, tu remarqueras que c'est pas n'importe quel type de femme, c'est une femme typée donc européenne, Aline Dessine est belge, européenne, blonde, à lunettes, et surtout, voilà, qui dans son compte Instagram, au-delà des photos de son arrière-train plutôt avantageux, va aussi se mettre en scène avec son chat. Donc tout dans la cutiness pour pouvoir justement amadouer une certaine forme de public et avoir une influence auprès de certaines personnes. Et donc, on parle d'une petite blonde typée européenne versus le grand noir de banlieue costaud d'origine africaine et qui, voilà, forcément, c'est le contraste, il n'y a pas de nuance entre les deux, le fait qu'on va mettre ça en perspective et qu'on va vraiment, dans cette affaire,
le mettre en avant, en tout cas la partie civile, va surtout faire en sorte de mettre en exergue, utiliser donc des moyens pour pouvoir mieux polariser émotionnellement les personnes supposées voir cela, et les vidéos de témoignages d'Aline Dessine et de Tristan sont à ce dessin-là. Ils utilisent justement cette façon-là pour pouvoir polariser le public émotionnel, ceux qui ne connaissent absolument rien à l'affaire, pour pouvoir déjà leur faire prendre parti, alors qu'en fait, il faut surtout connaître l'histoire dès le départ. Je te l'ai dit, cette histoire est ultra complexe. Maintenant, alors tu vas me dire aussi surtout que Tristan, alors, un point que j'ai oublié, Tristan, c'est un homme pourtant. Lui, il est dans la partie civile, c'est vrai. Je te dis juste, Tristan s'est fait appeler à un moment donné Katsumi. C'est-à-dire que toute la thèse autour du genre, tu vois, l'expression de genre, l'identité de genre, les choses comme ça, Tristan a surfé là-dessus pour que justement son expression de genre, tu vois, d'une certaine façon, qui à la base est d'être un homme, tu vois, eh ben, il détermine l'identité de femme. Et c'est pour ça que sur les réseaux, il s'est fait appeler Katsumi. Katsumi, je ne sais pas si, voilà, toi tu as connu ça dans les années 90, c'était comment dire, le nom artistique d'une star du porno dans les années 90, tu vois, donc d'une certaine façon, je pense que Tristan, en prenant justement cette vision de la théorie du genre et en voulant rassembler au maximum une certaine catégorie de personnes dans ses contenus, eh ben, quand on veut polariser donc les femmes et aussi tout ce qu'on pourrait considérer les LGBTQIA+, je ne sais plus comment il faut les appeler, bref, d'une certaine façon, ben, par opposition aux personnes dites cisgenres, donc les hommes, hétérosexuels, binaires ou quoi que ce soit, enfin voilà, les hommes quoi, tels qu'on les connaît, et ben ça, émotionnellement, on cherche à créer une certaine forme de confusion. Donc très intéressant au niveau des relations à relever. Maintenant, à un niveau un petit peu plus classe sociale, en termes de confrontation et de relations qu'il faut noter, c'est cette fracture entre ce qu'on considère comme la bourgeoisie, les personnes qui ont accès peut-être plus facile et une connaissance plus grande de ce que la loi ou ce que les dispositifs peuvent proposer, ou alors la connivence avec certains pouvoirs publics peut proposer, par rapport notamment à une classe beaucoup plus populaire, beaucoup plus loin de toutes ces questions-là et qui a l'habitude d'être solidaire pour pouvoir subsister d'une certaine façon. Et donc la classe dite populaire versus la classe bourgeoise, Marvel étant plutôt donc dans le côté de la classe populaire, représentant plutôt la classe populaire, et la classe bourgeoise à qui tout est autorisé. Donc du coup, on va polariser émotionnellement le clan de la partie civile qui va utiliser donc des stratagèmes pour pouvoir dire que voilà, c'est le banlieusard, en plus noir de banlieue, qui fait preuve de cyberharcèlement ou de harcèlement par rapport à une européenne qui, voilà, simplement, pourtant, elle a utilisé des stratagèmes, donc aussi de raid numérique pour pouvoir, et c'est ce qu'elle va dire dans sa vidéo de défense, qu'elle n'avait que ça comme moyen pour lutter contre les intimidations premières supposées de Marvel, alors que Marvel a toujours voulu qu'elle reconnaisse cela et l'histoire peut-être n'aurait jamais été plus loin. Mais Aline a aussi mentionné dans une de ses vidéos également qu'elle n'a pas dû être, des fois par moment, il ne faut pas être gentil pour pouvoir arriver à ce stade-là, sauf que voilà, plaider cette chose-là en tant que partie civile, il y a forcément au niveau congruence et cohérence des choses à revoir de ce côté-là. En tout cas, je ne fais que pointer par rapport aux faits qui nous sont montrés et quand on écoute des vidéos témoignages des différentes parties. Ensuite, donc voilà, le dernier point de polarisation, c'est que j'ai remarqué, enfin, où on est forcé, on nous induit à choisir notre camp, c'est entre... Là, c'est un peu plus éthéré, celui d'une certaine rouerie, d'une certaine roublardise versus un certain franc-parler, une authenticité qui vient donc de la street, quoi. Voilà, street credibility, où tu dois être authentique, tu dois être vrai, t'as pas à te cacher, t'es là, t'es présent, t'es en place, t'es charismatique. Ça, c'est le côté de Marvel. Le côté beaucoup plus filou, beaucoup plus roublard, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus stratégique, qui est donc plus du côté de la partie civile. J'en veux pour preuve l'avocate Lauralis qui est à la fois partie civile et avocate qui défend ses témoins, qui enlève sa robe, notamment lorsqu'on va parler notamment dans la deuxième partie, dans les prochains épisodes, de la façon dont le procès s'est passé, c'est-à-dire qu'elle enlève sa robe pour pouvoir devenir
à nouveau partie civile et elle est représentée par l'ancien bâtonnier justement du barreau de Paris pour qu'elle puisse justement passer en tant que partie civile parce qu'elle ne peut pas être avocate d'elle-même, c'est pas possible. Là, forcément, pour le grand public, c'est quelque chose qui est difficile à cerner et à comprendre et il y a des explications techniques, juridiques par rapport à ça. Donc là, ça dénote, si tu veux, bon voilà, on exploite un système avec des failles, avec des choses qui sont pas forcément compréhensibles pour le grand public par rapport à ce côté cru, street cred, authenticité que Marvel était supposé présenter donc dans le cadre de cette affaire-là. Et donc, pour te résumer, donc les 4 points de polarisation sur le plan des relations, femme versus homme, quartier populaire versus bourgeoisie, petite blonde européenne versus grand afro costaud, et la roublardise, la rouerie, la stratégie versus l'authenticité, le franc-parler, la haute crédibilité. Donc ça, de manière très subtile, la partie civile va t'inviter à te positionner par rapport à cela. Alors maintenant, en termes d'état d'esprit, parce que là j'ai évoqué donc le pilier de l'activité, le pilier des relations, le pilier de l'état d'esprit. Faisons un point sur ce qu'est le harcèlement qui a été prôné par la partie civile. C'est la première fois dans la justice française qu'on condamne à de la prison ferme pour une personne justement qui a fait ce qu'on appelle plus ou moins du harcèlement téléporté, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est-à-dire du harcèlement par procuration. C'est-à-dire que ce n'est pas lui en personne, mais ce sont des personnes qui, se réclamant de sa communauté, sont allées enticher de commentaires négatifs, d'insultes, de menaces, voire même de menaces de mort sur d'autres influenceurs. Alors que Marvel s'est toujours défendu et a toujours dit n'allez pas les attaquer. Par contre, Marvel a utilisé la technique justement du raid numérique pour pouvoir aller atteindre les partenaires, les chefs, les patrons, le PDG notamment de la marque justement qui sponsorisait Aline Dessine pour pouvoir la décrédibiliser. Aline Dessine s'est même vue, alors c'est elle qui le dit, je ne sais pas quel est le niveau de véracité de tout cela, que une BD d'illustration qu'elle devait sortir, son nom qui devait apparaître a été enlevé et Aline crédite tout cela sur le fait que Marvel et la communauté de Marvel le fait qu'elle a eu une mauvaise presse, une mauvaise publicité, lui a fait justement perdre justement cette exposition-là qui était pourtant absolument essentielle pour elle dans le cadre de sa carrière d'illustratrice. Donc, à partir de là, le harcèlement, il commence à partir du moment où tu as des personnes se réclamant d'une bannière, d'une équipe, d'une église, d'une mosquée ou d'un courant ou d'une idéologie. Là, ici, d'un influenceur qui forcément quand il dit jetez-vous dans la rivière, il y a des gens qui vont le suivre, alors que Marvel avec le ton un petit peu subversif, tu vois, mi-humoristique, mais il y avait quand même, entre guillemets, comme disent la jeunesse, il avait le seum un petit peu derrière de ce qui était en train de se passer, et on peut le comprendre quand même, parce que on va dire qu'il a quand même fait l'objet, il a été calomnié, on a sali sa réputation et donc lui il demandait simplement que sa réputation soit lavée, chose qui n'a pas été faite pendant la période avant le procès alors que ça aurait pu être fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille organiser des expéditions comme ce qui a été réalisé par les abonnés de Marvel. Alors Marvel, lui, n'est pas responsable de ce que ses abonnés font. Les abonnés sont, eux, pénalement responsables. Il y a des dispositifs légaux qui ont été mis en place et qui font que même si toi, tu viens me faire un commentaire dégueulasse sur mon truc en essayant de me critiquer sur mon ethnie, mon origine, ma couleur, c'est pas parce que tu vas balancer un truc comme ça que tu es protégé parce que tu mets un faux pseudo sur Internet. On peut te retrouver avec ton adresse IP, ton point de connexion et tout cela. Et ça, c'est très facile. C'est ce qu'utilise justement la partie civile. C'est ce qu'a utilisé la partie civile à haute échelle par le biais de l'Oralis pour pouvoir retrouver certaines personnes. Donc là, tu n'es clairement pas protégé sous prétexte que tu utilises un pseudo et que tu dises ouais mais on peut pas prouver que c'est moi. Donc là typiquement on peut très facilement te retrouver, donc je t'invite à faire attention la prochaine fois que tu vas tenter de faire un commentaire négatif sous un contenu d'un influenceur qui est à l'opposé du tien. J'aimerais aussi mettre le point de ton état d'esprit sur le côté égo. Les influenceurs, tous autant qu'ils sont, Marvel, Loralis, Tristan et tout ça, et j'aimerais tous vous poser tous une question, tous autant que vous êtes, partie civile comme accusé, votre ego, votre relation avec votre ego.
C'est-à-dire la relation lorsque on vous fait un commentaire, positif ou négatif. Est-ce que lorsque vous avez un commentaire négatif, vous faites le choix d'être atteint, le choix inconscient d'être atteint émotionnellement, plutôt que de se remettre en question? Il y a un YouTuber que j'aimerais vraiment mettre en avant et dont j'ai vu la vidéo il y a quelques jours seulement. Il s'appelle Alex Levent. Lui aussi un YouTuber, un influenceur majeur dans la thématique du fitness, où j'ai beaucoup aimé son intervention, son point de vue sur l'affaire Marvel. Il disait en substance, si tu veux, qu'au tout départ, il n'aimait pas Marvel parce que Marvel l'attaquait. Il faisait plus ou moins du drama sur lui, sur des choses qu'il disait. Il était clairement en désaccord et avec la façon dont il le faisait, donc très, très taquine, forcément, comme je te dis, voilà, quand t'es pas habitué à ce type d'humour-là, ça peut te faire un peu bizarre. Et Alex Levent, il disait que il a une manière de prendre la chose qui était, mais attends, si Marvel me pointe sur ce défaut-là de ma vidéo, sur ce que je peux avancer, ça veut dire que quelque part, j'ai fait le choix d'être visible et c'est le jeu en fait en quelque sorte, et que au contraire, je fais le choix de m'améliorer par rapport à ça, parce que si lui il le pointe, ça veut dire que moi j'ai montré quelque chose peut-être qui nécessite de la clarification, et donc je vais le faire. Et quand tu vois les vidéos d'Alex Levent depuis que Marvel est arrivé dans le feed game, d'une certaine façon, les vidéos d'Alex Levent sont très chiadées. Il va pousser très très loin pour proposer du contenu justement, même si lui aussi fait de la masse, mais c'est du contenu justement où on invite à passer à l'action, et toujours plus précis, toujours plus propre. Et rien que pour cela, pour cette prise de position, Alex Levent mérite d'être salué. Et que si Alex, si tu entends ce podcast-là, respire par la Team Sérénité, je tiens à saluer ta position qui est justement la plus sereine, la plus sage dans ce qui est de lorsque quelqu'un nous lance une pique, nous lance carrément quelque chose qui peut nous challenger sur notre sensibilité. Pourquoi est-ce qu'on fait le choix d'être touché par rapport à cela? Et donc, chacun, et même toi qui écoutes ce podcast, qui est auditeur ou auditrice de ce podcast, je t'invite à faire le point sur ton ego, ta relation donc avec ton ego. Aussi, j'aimerais aussi mettre le point en termes d'état d'esprit sur la position victimaire systématique qui consiste à chaque fois de sortir le harcèlement à toutes les sauces à partir du moment où on est touché, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre sens. En voyant du contenu, notamment en dehors aussi de la thématique du fitness, c'est très très en vogue. Pourquoi ? Parce que il y a une volonté, en plus de cette atmosphère un petit peu de Covid, un peu de méfiance entre les gens, il y a une volonté de vouloir polariser émotionnellement les personnes. J'aimerais faire un gros big up à un autre créateur de contenu et que je connais très bien parce qu'on a déjà fait une co-création ensemble il y a quelques années. Tolo, justement, avec son podcast La Voix du Changement qui retrace beaucoup d'épisodes de l'affaire Marvel. J'ai eu l'occasion d'écouter aussi son contenu. Tolo, c'est toi qui m'as fait remettre en selle l'idée que le masculin sacré et le féminin sacré, dès que chacun dans son genre arrive à la dimension sacrée de son être, la réunification, l'unification, l'unicité est alors possible. Et en termes de sérénité, c'est absolument essentiel de tendre vers ça. Et ainsi, toutes ces affaires qu'on veut bien te montrer, qui vont forcément, où on va chercher à te polariser émotionnellement d'un côté comme de l'autre, cette chose-là va s'évanouir. Parce que lorsque tu reconnais le côté sacré de ta personne, que tu sois masculin ou féminin, tu sais que quand tu es un masculin sacré, il y a cette dose de féminin à l'intérieur de toi, et la réciproque pour le féminin, il y a cette partie de masculin à l'intérieur de toi, toute la partie toxique du masculin et du féminin s'effondre. Il suffit juste de tendre vers ça. Tu sais pas ce que c'est ? Renseigne-toi. Et quand je parle de masculin sacré ou féminin sacré, c'est pas du cuculapraline. C'est un concept pour pouvoir t'aider à t'élever vers un champ de conscience où lorsque l'émotionnel justement qui est là, qui est présent, qui est juste en contact avec ton corps physique, il est juste là pour pouvoir pointer sur quelque chose de précis sur lequel tu dois travailler, entre guillemets, tu dois te développer, là où ça ne remplace pas la raison, ça ne remplace pas le raisonnement, le discernement, la qualité que tu as à pouvoir expliquer des choses de façon posée, tangible, ça ne remplace pas ça. Donc le côté de la victimisation, cette stratégie un petit peu de jouer sur l'émotionnel tout le temps, je t'invite à prendre du recul par rapport à cela. À un moment donné, on est des grands garçons, des grandes filles, c'est bon, on peut
prendre nos responsabilités. Et c'est ce que je dis notamment aux personnes qui ont l'habitude de mon contenu de sérénité, lorsqu'il s'agit d'entrer dans son histoire de vie, c'est de prendre un engagement sur le fait que tout ce qui nous arrive, on est responsable de la façon dont on le gère. On n'est pas forcément responsable d'un accident, de la fin dans le monde, ou de ci, ou de ci, ou de ça, mais on est responsable de la façon qu'on a de réagir par rapport à cela, sans basculer systématiquement dans la victimisation ou l'émotionnel, c'est-à-dire de déplacer la faute sur quelqu'un d'autre. Là encore, je te renvoie par rapport à ton ego, par rapport à la façon dont tu traites ces choses-là, ta relation avec toi-même, où est-ce que tu en es par rapport à ça. Donc voilà, c'est vrai, Marvel a été beaucoup trop loin dans sa réaction, bien qu'elle était quelque part un peu légitime, parce que son nom a été sali, il a été nettement trop loin. J'expliquerai dans le prochain podcast, dans l'épisode numéro 3, donc la deuxième partie de cette affaire, parce qu'il y a un autre angle de vue par rapport, comme je t'ai dit, à la forme. J'expliquais pourquoi Marvel, peut-être, n'était pas au courant de ses droits et qu'il aurait pu, s'il avait insisté, s'il était au courant, il aurait pu avoir d'autres choses et l'affaire aurait été beaucoup plus instruite qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Je t'expliquerai certaines choses. Donc du coup, et je vais clôturer donc cet épisode, ce podcast qui peut-être sera un petit peu long, mais il était essentiel que tu entendes tous les enseignements à tirer sur cette affaire. Donc voilà, c'était donc Respire, le podcast de la Team Sérénité. Donc prochain épisode à venir encore sur cette affaire Marvel, il y a beaucoup de choses à venir là-dessus et l'explication technico-judiciaire de cette affaire. Je te rappelle que dans la description, dans le lien, dans la description de cette vidéo, de cet audio, je ne sais pas sur quelle plateforme tu écoutes, il y a la possibilité de cliquer sur un lien qui te permettra d'accéder à l'étude de cas de Sérénité par la Team Sérénité. Je t'invite aussi à commenter si tu as un point de vue, si tu souhaites renchérir avec des informations que j'aurais peut-être éludées, c'est complètement possible. Je t'invite à commenter, à partager ce contenu à tout ce qui respire autour de toi, à le liker et surtout à faire en sorte d'être acteur de ta sérénité et non pas te laisser embarquer, à réfléchir par toi-même et à voir à l'intérieur de toi ce que la sérénité évoque pour toi par le prisme de cette affaire. Voilà, je t'invite aussi à nous suivre sur les différents comptes Facebook, Instagram, SoundCloud, Team Sérénité. C'était Respire, le podcast de la Team Sérénité. Cette émission est maintenant terminée. Charge à toi ou pas de rester en apnée ou de voguer avec nous vers la sérénité. C'était Renalbi depuis Bordeaux. Je t'embrasse fort. À très vite pour un prochain numéro de Respire. Salut.